Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la photo. Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photo et de l'image pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Aujourd'hui, je suis avec Pascale Obolo. Pascale, tu es commissaire indépendante, rédactrice en chef de la revue Africada, directrice de l'African Art Book Fair, co-directrice de Miss Read, mais tu es aussi productrice, réalisatrice, et dans la bio de ta page Instagram, tu as indiqué en lettres majuscules afro-féministe, vidéaste. Tu travailles dans le milieu de l'image fixe et de la vidéo depuis de nombreuses années, donc on va avoir plein de sujets à explorer dans cet entretien, ça va être très intéressant. Et tu habites entre Paris et Berlin, donc pour faire cet entretien, on est dans le restaurant de l'hôtel Bloom House à Paris, à côté de la gare de l'Est. Donc merci à eux pour l'accueil, et il y aura peut-être des petits bruits de fond, c'est normal. Avant que l'on parle de ton parcours, je te propose qu'on commence par que tu te présentes avec tes mots. Je m'appelle Pascale Obolo, je suis née au Cameroun et je me définis plus comme une activiste parce qu'en fait c'est ça qui me motive en fait dans tous mes différentes entreprises, projets artistiques, prises de position. C'est-à-dire depuis ma très tendre enfance, j'ai baigné en fait dans le militantisme de par l'éducation de mes parents, je dirais. Et du coup, j'ai un parcours qui est atypique dans le sens où moi j'ai grandi en banlieue. Et pardon, juste pour revenir à l'enfance que tu as eue, tes parents étaient militants, c'est ça ? Oui, mon père en fait, mon père était journaliste en fait, entre autres. Après, il a changé il a repris ses études, mais quand on est arrivé en France, c'est pour des questions politiques. Et donc du coup, des questions sur le panafricanisme, toutes ces questions-là ont toujours été présents au sein des discussions familiales. Et je pense même que mon parcours scolaire, le fait d'avoir envie d'apprendre le russe à partir de la 6e, il y avait une forme de lien entre le panafricanisme et le communisme. Et du coup, c'est toutes ces influences-là émanent en fait de l'éducation en fait familiale. Et quelle est du coup la formation que tu as fait et les premières expériences professionnelles que tu as pu avoir ? En fait, j'ai une double formation. C'est-à-dire que moi, je viens du milieu hip-hop à la base. Comme je disais, j'ai grandi en banlieue. Je faisais partie d'un des premiers groupes de rap et de double dutch qui s'appelait les Ladies Night. Et en fait, c'est nous qui avons fait connaître le double dutch en France, qui était en fait une des seules disciplines qui était pratiquée en fait par les femmes dans le milieu hip-hop, milieu très machiste, très sexiste. Il y avait déjà en fait un positionnement aussi féministe. Le fait d'être un groupe de femmes dans les années 80, évoluant dans un mouvement culturel comme le hip-hop, très sexiste et très machiste. Donc, on avait une envie, en fait, de revendiquer une forme de féminisme de par les textes de rap qu'on écrivait à l'époque, mais aussi par une forme d'attitude et aussi être un modèle pour encourager et donner envie à plus de jeunes filles de pouvoir en fait être à l'aise pour officier dans le milieu du hip-hop. Donc ton outil, c'était plutôt la parole à ce moment-là. C'était la parole, mais pas que la parole, parce que pour moi, par exemple, on utilisait différentes formes de langage, c'est-à-dire le langage du corps, qui pour moi aussi est une forme d'écriture dans l'espace public et une manière aussi de dialoguer avec l'autre. Quand je parlais de formation, pour moi le mouvement hip-hop, ça a été pour moi l'école de la rue, dans le sens où toutes ces différentes disciplines, en fait, à l'époque, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de formation. Par exemple, pour apprendre du graffiti, il n'y avait pas en école d'art, on n'enseignait pas le graffiti. Donc les artistes issus du graffiti ont appris par eux-mêmes. En essayant dans différents trains, murs, etc. Pareil pour la danse. La danse hip-hop n'était pas du tout enseignée dans les conservatoires. On n'avait pas d'espace d'expression pour pouvoir en fait s'entraîner.
on s'entraînait dans la rue, dans différents espaces, que ça soit à Halles, au Trocadéro, etc., etc. Même pareil pour le double dutch, on s'entraînait pareil aussi dans des espaces publics. À l'époque, je trouvais que justement, il était beaucoup plus facile de se réapproprier en tant qu'artiste, en tant que collectif d'artistes, de se réapproprier en fait les espaces publics pour en fait s'exprimer pleinement. Tu trouves que c'est plus compliqué? Aujourd'hui, c'est très très compliqué. Même moi, je pense que l'espace public a été confisqué aux citoyens parce que on a juste qu'à regarder les manifestations. Il y a beaucoup de manifestations qui sont censurées. Ça devient compliqué, même dans certaines lois, par exemple pour des jeunes qui sont dans les quartiers populaires, quand on est en groupe devant en bas un immeuble, normalement on n'a pas le droit, on se fait emmerder par les flics, on demande tout le temps. Les jeunes en fait issus de ces quartiers-là sont tout le temps en fait fouillés, on leur demande leur papier d'identité plusieurs fois dans la journée, etc. Ou même pour faire des performances comme ça dans l'espace public ici à Paris, c'est hyper compliqué. Il faut demander des autorisations, etc., etc. Et alors que moi, je voyais dans les années 80-90, notre espace pour pouvoir en fait faire connaître ce mouvement, pour pouvoir s'exprimer, c'était dans les espaces publics, puisqu'on n'avait pas en fait des espaces artistiques alloués en fait à la culture hip-hop. Maintenant, c'est devenu une culture mainstream, c'est même à la mode. Le ministère de la Culture maintenant veut mettre en place ou a déjà mis en place des formes de diplômes pour enseigner la danse hip-hop, etc. Recadrer, récupérer, réapproprier une culture en fait qui s'est fait en fait toute seule. J'ai vu aussi que même qu'ils veulent mettre au JO, il y aura le hip-hop qui sera dans une discipline, ce qui est assez... breakdance. Le breakdance, Le pardon. breakdance, en fait, est considéré maintenant comme un sport à part entière. Et ça va être la première fois que dans les JO, en fait, le breakdance va participer comme pratique sportive. Et du coup, je trouve qu'il y a une forme de révolution. Et je trouve aussi il y a une forme de symbolisme dans le sens où la France est quand même le deuxième pays producteur de rap après les États-Unis. Et quelque part, c'est un symbole fort le fait que cette année qu'on ait les JO et que le breakdance, en fait, soit en tout cas considéré comme une discipline sportive à part entière, pouvant participer, être présent dans le cadre des JO, c'est super, c'est super. Un beau message en tout cas. C'est un beau message et c'est très puissant, je trouve, parce qu'on vient de loin quand même. On vient de loin d'une culture qui, au départ, quand même, le graffiti était considéré comme vandale. On avait des amendes, on pouvait aller en prison, etc. Quand on se faisait arrêter en train de taguer dans les métros, etc., etc. On n'était pas on n'était pas considérés comme des professionnels à part entière quand on faisait de la danse hip-hop, etc. Le rap, au départ, c'était pas évident. Et c'est après, quand l'industrie de la musique française a compris qu'ils pouvaient se faire beaucoup d'argent, qu'ils ont commencé à signer des artistes de rap, dont la majorité viennent aussi des quartiers populaires. Mais en même temps, c'est-à-dire que c'est très dur d'aller contre... comment je pourrais dire ça, comment je pourrais trouver le terme exact, c'est-à-dire contre la volonté de l'évolution d'une société par rapport à un mouvement culturel qui quelque part est un mouvement inclusif, un mouvement aussi de partage des savoirs et qui au départ émane en fait des minorités aussi. Et on retrouve un peu ça quand on voit les victoires de la musique, où en fait ce qu'on a supprimé, et dans les catégories des prix,
musique urbaine et musique du monde. Donc, ce sont des musiques qui sont à majorité portées par des personnes, des artistes issus en fait des minorités. Et comment s'est passé là le passage ou en tout cas le cheminement vers l'image fixe et en mouvement, mais en tout cas de passer à de la musique, à la danse, vers l'image. Quelles ont été les rencontres et voilà. En fait, moi, comme je te disais, j'ai une double formation, c'est-à-dire que en même temps que j'officiais dans le groupe Les Ladies Night, je continuais à faire mes études à côté. J'étais à Paris 8. C'est vrai que pour moi, le médium du cinéma m'a toujours fasciné, dans le sens où c'est un médium qui parle à la planète entière. La puissance et la force du récit combiné à l'image, c'est quelque chose qui, pour moi, m'a beaucoup marqué, dans le sens où, même pour revenir au hip-hop, les premiers films Beat Street, Break Street ou Wild Style, ce sont des films de référence pour beaucoup d'acteurs issus du mouvement hip-hop, parce qu'ils disent tous quand j'ai vu Wild Style la première fois, tout de suite je me suis reconnu, j'ai eu envie de faire du graffiti. Quand j'ai vu Beat Street ou Break Street, j'ai eu envie de danser, de faire du smurf et d'être dans cette culture hip-hop. Et du coup, et ça agit aussi pour moi, dans le sens où en tout cas, le cinéma m'a fait découvrir des mondes, m'a fait questionner et voir le monde autrement. Et d'où le choix de faire des études de cinéma à Paris 8. Et aussi, j'ai fait le Conservatoire libre du cinéma français. Mais là où j'ai le plus vraiment appris, et aussi j'ai appris à articuler en fait une pensée, c'est à Paris 8, avec le professeur Georges Lapassade, qui était ethno-sociologue et qui était aussi un des premiers à faire entrer le hip-hop à Paris 8. Et on a mis en place avec Georges le labo d'ethno-vidéo, un laboratoire vidéo où l'idée en fait c'était de se filmer nous-mêmes et de se questionner nous-mêmes, mais aussi en même temps de partager notre histoire issue du mouvement hip-hop. Et c'était aussi la première fois que, parce que moi j'avais une vision, et c'est pas que j'avais une vision, mais l'anthropologie et l'ethnographie, c'est une forme pour moi de discipline, je dirais, coloniale, où l'idée c'était d'aller étudier cet autre en ne lui donnant pas la parole et l'observer un peu comme si on était dans un laboratoire. Et là, ce qui était intéressant avec la Passade à Paris 8, c'est qu'il s'est dit oui, Paris 8, on est dans le 93 à Saint-Denis, et c'est quand même aussi un des départements où il y a en fait beaucoup d'artistes issus de la culture hip-hop, où la culture hip-hop était vraiment ancrée, très important aussi dans ce département. Et quand il a commencé en fait à s'intéresser à cette culture en disant oui, je voudrais l'étudier, au lieu d'aller avec sa caméra et son micro dans les quartiers de Saint-Denis, comme font la majorité des anthropologues, venir filmer venir filmer la tribu des jeunes issus du hip-hop. Et ben, il a fait l'inverse. Il a dit voilà, moi, je vais les faire venir à l'université et on va mutuellement s'apprendre. Et c'est vraiment en étant à son contact que j'ai vraiment appris et déconstruit aussi des façons de voir le monde. Me suis intéressée aux questions décoloniales aussi à partir de ce moment-là. Mais c'est vrai que quand on était dans les Ladies Night, les questions féministes, la manière dont on les abordait, c'était vraiment au travers des textes. Mais j'avoue qu'à l'époque, j'avais pas en fait encore le vocabulaire. J'avais pas encore lu assez d'autrices
féministe pour me forger une pensée féministe décoloniale, telle que par exemple on le retrouve dans le livre de Françoise Vergès sur le féminisme décolonial qu'elle a sorti. Et à l'époque, dans les années 80-90, il n'y avait pas encore en fait d'autrices issues des minorités, en tout cas en France, qui pouvaient en fait nous permettre de se penser autrement, de penser le féminisme différemment, c'est-à-dire un féminisme plus inclusif qui pour moi se différencie du féminisme universaliste qui exclut en fait les femmes issues des minorités ou les femmes voilées. Toutes ces valeurs d'activisme et cette pensée, on la sent très construite. Et comment est-ce qu'elle s'articule par rapport aux différents projets que j'ai pu parler au début, donc Africada, African Art Book Fair, Miss Read. Ça m'intéresserait qu'on parle de façon assez pratique pour les gens aussi qui veulent peut-être lancer un magazine, lancer une foire, d'expliquer comment est-ce que avec ces valeurs dont tu nous as parlé, ça peut s'articuler dans différents projets et de façon aussi assez concrète. Comment tu fais pour jongler entre des projets aussi complets? En fait, c'est le manque et aussi la question de l'invisibilité, la question de la représentation de l'autre, la question de l'existence de l'autre dans la société. C'est-à-dire quand on décide de créer Africada, c'est parce que à cette période-là, il y avait de plus en plus d'artistes des diasporas et aussi du continent africain qui en fait produisaient des choses hyper fortes, hyper intéressantes, proposaient des nouvelles façons de représentation, des nouvelles narrations. Et en fait, dans les magazines d'art ou les revues d'art, on ne parlait pas en fait de ces artistes-là. Dans les musées, ils n'existaient pas non plus. Ils étaient totalement invisibilisés, mais en tout cas, nous, en tant que producteurs, artistes ou curateurs issus des minorités, on n'existait pas en fait dans le monde de l'art français. Et on a décidé par nous-mêmes, justement, de par l'expérience du hip-hop, où c'est vraiment l'expérience du quand t'es pas content d'une situation, et ben en fait, au lieu de te lamenter, fais les choses par toi-même. Donc du do it yourself. Et on s'est dit, on va créer notre propre publication. Et cette publication va parler des artistes, des diasporas et des artistes africains venant du continent africain. Mais du coup, le fait de créer Africada, pour nous, c'était vraiment un acte politique aussi. Parce que, quelque part, la revue est devenue tout de suite l'espace d'exposition. C'est-à-dire qu'on a mis en place un concept qu'on a appelé l'acte éditorial live, dans le sens où à chaque sortie du numéro, on expose en fait le contenu de la revue sous différentes formes, qui était aussi une manière de repenser comment les revues pouvaient évoluer au XXIe siècle. Comment on passe d'une revue digitale à une revue papier, de l'espace papier on passe à l'espace physique, et comment en fait la pensée s'articule et elle évolue en fonction des différents espaces, en fonction je pourrais dire des différents médiums. Et pour nous, être et faire Africada, c'était vraiment une bouffée d'air, parce que du coup, on pouvait apporter, faire connaître des nouvelles voix qui longtemps ont été invisibilisées, et aussi réécrire une histoire de l'art plus inclusive qui a longtemps en fait exclu les artistes issus des minorités. Et Africada, c'est à peu près combien de personnes qui travaillent sur ce projet, et comment vous êtes du coup organisés en collectif ou en association autour de ce projet? En fait, pour moi, je considère que la pratique collective est une pratique politique.
Et donc, comme on avait quand même un positionnement très très militant, euh, la revue ne pouvait se faire que de manière collective. Et pour nous, produire collectivement, écrire collectivement, penser collectivement, mais même ma pratique curatoriale est une pratique collective. Euh, c'est se donner de la force aussi et quelque part euh, partager des expériences différentes pour produire une expérience commune qu'est cet espace qu'est Africada. C'est aussi une forme d'école alternative dans le sens on n'est pas beaucoup, on n'est pas nombreux et en fait le collectif est très je pourrais dire organique. Les gens, ils viennent, ils repartent, ils reviennent. Comme c'est une forme d'école, on vient pour apprendre, on vient pour se nourrir, mais on vient aussi pour partager aussi ses connaissances, ses expériences pour nourrir le collectif. C'est un peu comme ça qu'on travaille, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne et on travaille sous forme de thématiques. À partir d'une thématique, on travaille pendant 1 an. On expérimente aussi des formes. On met en place un groupe de chercheurs et on produit des textes, des formes. Et on a aussi on fait un appel public pour des gens qui veulent en fait ou qui travaillent sur ces thématiques-là pour venir enrichir en fait la réflexion qu'on a eue pendant toute une année de recherche. Et ça m'intéresse aussi qu'on parle de Miss Read et de African Art Book Fair. Quel est ton rôle de façon assez concret, directrice, co-directrice, mais voilà, en quoi ça consiste? Bah toujours pareil, au manquement. Nous, ça faisait plus de 10 ans qu'on allait à la Biennale de Dakar, qu'on écrivait sur la Biennale de Dakar, mais il n'y avait pas d'espace en fait de publication. Il n'y avait pas des espaces pour les éditeurs. Et en même temps, moi, je considérais que en fait, vu qu'il y avait un intérêt du marché de l'art sur la scène contemporaine africaine, qu'il était important de documenter, d'écrire cette histoire, que cette histoire de l'art devait être écrite par les Africains eux-mêmes et de valoriser et d'encourager et de supporter en fait les petites maisons d'édition qui avaient envie justement de faire des catalogues d'artistes africains, des textes critiques, des textes d'essais, des livres d'artistes. Et on a organisé la première fois un symposium. On a invité une douzaine en fait d'éditeurs indépendants. Et suite à ça, on a décidé de mettre en place, en tout cas Africada, nous on a décidé de mettre en place, de créer un African Art Book Fair, parce que j'avais aussi remarqué que en allant dans différentes foires d'édition de livres d'art, il n'y avait pas du tout dans les stands, il n'y avait pas du tout d'éditeurs africains. Donc ces voix-là, ces récits-là n'existaient pas. Donc la pratique de ces artistes-là, du coup, n'était pas non plus présent à l'international. Et au lieu de se dire, bah, je vais faire une foire d'édition d'art en France, je me suis dit, bah, il faut le faire en fait euh, en Afrique. Et là où il faut le faire en Afrique, c'est au Sénégal. Parce que pourquoi? Parce que il y a la Biennale de Dakar qui est une des plus grandes, une des plus anciennes biennales sur le continent africain. Et que c'était aussi important, je pense, d'être présent et de faire comprendre à la Biennale en quoi les critiques d'art, les historiens en art, les gens qui sont sur les formes d'écriture pour pouvoir écrire une certaine histoire de l'art du continent africain, qu'il était important d'être présent et de soutenir en fait ces acteurs-là. Parce que c'est aussi l'industrie de l'édition est quand même malmenée et je dirais pas du tout soutenue dans les pays en Afrique. Et donc quelque part cette foire, je dirais, qui est plutôt une anti-foire, c'est vraiment, elle a été conçue comme ça parce que c'est plus un projet artistique où il y a différents espaces, c'est-à-dire qu'il y a un espace de programme de conversation professionnelle, il y a un espace où les éditeurs peuvent vendre leur stand, il y a un espace d'exposition parce que pour nous c'est important
de donner en fait et de questionner comment exploser la pensée sous toutes ses formes et d'encourager aussi les artistes qui travaillent le livre comme médium. Et on a une programmation de performance. Et c'est vraiment une plateforme qui permet en tout cas de nous retrouver, qui permet de s'entraider et aussi de donner de la visibilité. Et là, la foire est maintenant devenue internationale parce qu'on accueille aussi des éditeurs qui viennent un peu partout, que ce soit aux États-Unis, en Europe, et du coup créer un pont entre l'Afrique et l'Occident. Et c'est un peu ce qu'on essaye en tout cas de faire dans ce projet qui est pas évident parce que le monde de l'édition en art, c'est quand même le parent pauvre, je trouve. C'est plus facile de trouver des fonds quand on veut faire une exposition que quand on veut faire une foire d'édition en art. Pourquoi tu penses? Parce que une exposition, on peut il y a les collectionneurs, on vend des œuvres et c'est plus facile aussi de spéculer aussi sur des œuvres qui sont montrées dans des expositions. Comment spéculer sur la pensée, comment valoriser et vendre de la pensée au même prix que des œuvres d'art. On en est vraiment très très loin, mais en même temps, sans les critiques d'art, sans les personnes qui écrivent sur l'histoire de l'art, les artistes n'existent pas. C'est-à-dire que en tant qu'artiste, si on n'a pas écrit sur toi, comment tu rentres dans une histoire de l'art? En fait, on est quand même dans l'écosystème du monde de l'art, la critique, l'écriture de l'histoire de l'art est quand même pour moi centrale. Mais il y a pas, en tout cas pas beaucoup de gens ou de fondations ou je pourrais dire ouais, il y a en tout cas c'est une industrie qui n'est pas beaucoup soutenue, je trouve, alors que pour moi elle est au cœur même et que sans livres sur la critique et l'histoire de l'art, comment on avance, comment on construit des courants artistiques, comment on révèle les artistes au monde, s'il n'y a pas des personnes pour pouvoir écrire sur les pratiques de ces artistes-là. C'est sûr, les livres, c'est des objets qui restent et qui se transmettent, qui sont Qui permettent, ce sont non seulement c'est une manière d'archiver l'histoire de l'art, mais c'est aussi effectivement des outils de transmission dans les écoles d'art. On a fait le dernier numéro qui portait sur les discriminations en école d'art en France. Beaucoup d'étudiants qui ont connu des discriminations raciales dans les écoles d'art ici en France, beaucoup disaient que c'était souvent par rapport à leur pratique artistique, dans le sens où ils étaient confrontés en fait à des professeurs qui ne connaissaient pas grand-chose sur les questions décoloniales, sur les pratiques, sur les nouvelles pratiques qui eux questionnaient. Et même on a fait un projet qui s'appelle la bibliothèque augmentée, qui est un projet comment repenser une bibliothèque qui inclut une histoire de l'art plus inclusive, parce qu'on avait ces étudiants aussi nous avaient fait part que dans la majorité des bibliothèques des écoles d'art, il y avait très peu de publications sur les artistes africains, sur les artistes des diasporas, très peu de livres critiques, d'essais sur les questions décoloniales. Et donc du coup, quand on est un jeune étudiant qui travaille sur ces problématiques-là, et ben en fait, on est obligé d'aller chercher ailleurs ces informations pour pouvoir en fait se penser, produire et articuler une pensée autour de son travail. Et du coup, ce projet de bibliothèque augmentée était justement pour essayer de lutter contre les discriminations en disant qu'il était important de repenser nos bibliothèques, de penser une bibliothèque décoloniale qui serait plus inclusive et qui raconterait une histoire de l'art plus inclusive où tout le monde pourrait se reconnaître à travers cette histoire de l'art. Je souhaiterais aussi qu'on parle de Miss Reed et de ton et de la jeunesse de ce projet et de ton implication dans cette foire.
Dans une foire d'édition basée à Berlin. En fait, j'ai été contactée il y a 4 ans, en fait, par l'équipe de Miss Read, qui était intéressée pour faire un focus sur l'Afrique. Et Miss Read, en fait, c'est la plus grosse foire d'édition en art en Europe. Et ils avaient pas du tout d'éditeurs émanant du continent africain. Et pour même eux, pour certains, ils savaient pas même s'il existait des éditeurs sur le continent qui écrivaient, qui produisaient des catalogues, des monographies d'artistes africains, des livres d'essais, etc., etc. Ou même des livres d'artistes faits par des artistes africains. Et du coup, je leur ai dit, mais en fait, comment vous pouvez prétendre être la plus grosse foire d'édition d'art en Europe et en même temps, il vous manque tellement des voix. Ignorer un continent entier. Oui, oui, même quand je dirais un continent, c'est même des éditeurs issus des territoires du Sud. Hein. Tu vois, ça peut aussi la Caraïbe, etc., l'océan Indien, tous ces territoires du Sud, tous ces voix-là, tous ces pratiques artistiques n'existaient pas au sein de Miss Read. Et du coup, j'ai accepté parce que aussi c'était pendant le Covid, on venait d'annuler la Biennale de Dakar, donc l'African Art Book Fair aussi était annulé. On n'avait pas du tout de moyens pour pouvoir supporter, aider les éditeurs qui participent d'habitude à l'African Art Book Fair. Et Miss Read est arrivée, mais vraiment par magie. On était totalement désespérés. Et donc, je reçois cette offre curatoriale en m'invitant à venir curater un espace avec des éditeurs africains. Mais je dis, mais c'est juste mortel. Donc, j'ai en fait sélectionné les éditeurs qui participent à l'African Art Book Fair pour leur donner une visibilité dans cette énorme foire d'édition qui allait enfin, pour une fois, accueillir des éditeurs issus des territoires du Sud. Et malheureusement, le Covid a duré, donc la foire Miss Read a été annulée. Et donc, en fait, je leur ai proposé de faire un livre qu'on a appelé Decolonizing Art Book Fair. Et en fait, ce livre est aussi pensé comme l'espace de monstration que j'aurais dû en fait curater pendant l'invitation qui m'était faite pour inviter des éditeurs issus des territoires du Sud à être présents dans le cadre de cette foire-là. Et donc on a travaillé pendant un an et demi. Et c'est aussi une coédition. On est 3 éditeurs. Il y a Miss Read, il y a Africada et Mosaïque, qui est une petite maison d'édition qui est basée au Cameroun. Pour nous, c'était aussi important de travailler avec un éditeur basé sur le continent africain. Et on a dialogué par Zoom, invité aussi des auteurs, en tout cas à produire des textes. Et aussi, on a fait tout un programme sur Internet avec des différentes tables rondes. On a par exemple invité différents directeurs de foires d'édition sur cette thématique de qu'est-ce que ça veut vraiment dire, qu'est-ce que ça signifie de décoloniser une foire d'édition d'art pratique d'une manière pratique et sur le plan de l'action. En quoi ça consiste. Et du coup après on a sorti ce livre c'est un livre qui est très important justement pour différentes foires d'édition, pour se repenser. Comment aussi au Covid aussi on devait se repenser en tant que foire d'édition, c'est-à-dire que le fait de se dire effectivement toutes ces foires qui sont un peu partout dans le monde où on voyage pour aller être présent, vendre des publications, etc., etc. Le Covid, je pense, nous a tous pensé à nous repenser en tant que foire, et aussi la question écologique est aussi venue se poser aussi à nous.
Et la question écologique, quelles sont un peu les pistes de réflexion? Parce que les foires, c'est effectivement hyper compliqué parce que c'est un événement où tout le monde vole ou en tout cas vient à un moment donné. Par exemple, nous, quand on a pu faire après le Covid, on a fait la Miss Read, on a fait la foire, on a invité tous les auteurs qui étaient présents dans ce livre Decolonizing Our Book Fair à être présents. Et ce qui est la manière dont le livre est construit, il est construit vraiment comme une forme de foire. C'est-à-dire que chaque éditeur a sa propre typographie, son propre graphisme, c'est-à-dire c'est comme si à chaque fois, chaque texte d'éditeur, tu rentres dans une maison d'édition. Et on l'a en fait conçu comme ça. C'est-à-dire que c'était à l'époque justement quand on questionnait aussi la place de l'écologie dans les foires, on s'était dit en fait que ce bouquin Decolonizing Our Book Fair, la manière dont il a été conçu, la manière dont il a été pensé, l'espace livre a été pensé comme cette forme de foire qui devait exister, et que après l'édition d'après on a matérialisé, mais on a quand même été confronté à des problématiques, c'est-à-dire que même en invitant ces éditeurs du continent africain, en leur offrant le billet d'avion, un stand gratuit, etc., certains n'ont pas pu être présents, une bonne partie à cause de la question des visas. Qui a le droit de circuler, où et comment? C'est-à-dire que pour beaucoup d'éditeurs issus des territoires du Sud, même si c'est vrai qu'il y a la question du financement, c'est super dur, parce que en Europe, on a des aides pour pouvoir, en tout cas, il y a des aides qui sont données pour soutenir l'industrie de l'édition, soutenir en fait les éditeurs pour pouvoir en fait circuler, exister. Pour la majorité des éditeurs du continent africain, ils ont 0 subvention. Donc c'est aussi très dur pour eux de se dire voilà, je vais payer tant mon billet d'avion, l'hébergement, le stand, et je vais vendre des bouquins pas très chers. Je vais jamais rentrer en fait. Comment je pourrais dire ça? Je vais pas gagner de l'argent comme ça. Et même en les invitant, la barrière, la frontière des visas fait que ces éditeurs ne peuvent pas non plus être présents. Donc on a, par exemple, mis en place, nous en tout cas à Miss Read, une espèce de sélection comme une forme de reading room, où en fait les éditeurs qui ne peuvent pas voyager, qui n'ont pas pu avoir de visa, nous envoient les livres. Ces livres sont présents dans la foire, on les vend et l'argent récolté retourne en fait à ces éditeurs, qui est aussi une manière justement de lutter contre, je dirais, des formes de discrimination, et de faire en sorte de trouver des solutions pour que ces récits-là, ces voix-là, ces pratiques artistiques puissent exister en fait dans des foires d'édition internationales, qu'on puisse les entendre, et quelque part aussi qu'on puisse créer des ponts nord-sud, sud-nord ou sud-sud aussi, c'est très important. En parlant d'édition, là du coup on est en début d'année 2024, l'intelligence artificielle est partout. Quelles sont les réflexions et toi aujourd'hui, alors du coup les choses vont très vite, mais ta réflexion sur les technologies, l'intelligence artificielle dans l'édition de livres d'art? J'avoue que moi en tant que militante, c'est hyper important déjà on n'a pas eu souvent l'occasion de pouvoir s'exprimer, de pouvoir en fait produire des publications, de produire en fait des outils d'émancipation librement, d'avoir même des espaces pour pouvoir expérimenter des formes artistiques, etc. Moi, je me rappelle, j'ai travaillé à la colonie, je m'occupais de la programmation de la colonie. Pour nous, cet espace a vraiment changé beaucoup de choses dans le milieu culturel français.
C'est-à-dire ça a été un vrai laboratoire d'idées, un vrai laboratoire d'expérimentation des nouvelles formes qu'on ne pouvait pas voir dans des centres d'art, etc. Des associations militantes, des collectifs d'artistes qui venaient à la colonie proposer des façons de faire, déconstruire même ce rapport de sachant, non sachant, pour pouvoir partager des savoirs et produire un savoir commun. Tout ça, moi, on l'a expérimenté dans l'espace la colonie. Et aujourd'hui, à Paris, c'est super difficile de retrouver ces espaces-là, ces espaces je pourrais dire de liberté, de se penser autrement, de se penser différemment de l'autre. C'est, je trouve, compliqué. Et donc pour moi, si on revient à la question de l'intelligence artificielle, quand vous avez manqué d'espace d'expression, que ça soit par le livre, l'espace physique ou même au travers le cinéma. C'est récemment que le cinéma français permet à des acteurs, réalisateurs issus des quartiers populaires, aussi des minorités, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner de l'argent pour pouvoir produire des films, que les chaînes de télé acceptent que des réalisateurs issus des quartiers populaires puissent aussi raconter leur histoire. C'est très récent en France. Donc, pour te répondre, on a une soif en tout cas, de s'exprimer et de se penser, de s'écrire par nous-mêmes. Mais cela n'empêche pas que l'intelligence artificielle a toute sa place dans le sens où je pense que ça permet d'aller vite, ça permet de se confronter. Comment tu confrontes ta pensée, ta production intellectuelle à la production de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est des choses qui cohabitent, qui sont complémentaires, mais qui ne vont pas annuler le fait de produire de la pensée, de la critique émanant de l'humain, émanant de l'homme, émanant par nous-mêmes. Moi, je me pense pas vivre dans une société où l'homme ne pourrait plus se penser par lui-même et qu'il penserait au travers la production intellectuelle de l'intelligence artificielle. Pour moi, en tout cas, j'ai besoin, c'est une nécessité, c'est-à-dire que de produire de la pensée critique pour transformer la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire que tous les projets que je fais, c'est vraiment, ces projets ont pour finalité à chaque fois de changer à ma petite échelle la société dans laquelle je vis. Une société plus inclusive, plus à l'écoute des autres, et une société où on permet à tout à chacun de s'émanciper. Et vraiment, que ça soit Africada, on a vu en fait l'apport qu'Africada en tout cas a apporté dans le monde de l'art français, l'influence que cette revue elle a à sa petite échelle, et l'African Art Book Fair, le fait de créer une plateforme pour supporter, encourager les éditeurs des diasporas et aussi sur le continent à se penser, à écrire sa propre histoire de l'art, parce que c'est une histoire de l'art qui a été, quand on regarde l'histoire de l'art classique africain, qui leur a été confisquée à cause de la question des vols, des pillages, des masques, des artefacts qui se trouvent dans la majorité des musées ethnographiques en Europe. Et donc, du coup, la plupart de ces objets-là ont été écrits par des experts, des historiens de l'art, des anthropologues occidentaux. Et du coup, moi, c'est pour ça que pour moi, c'est important pour moi d'encourager des jeunes dans la critique, en art, et aussi
pas forcément des jeunes dans la critique en art, mais toute personne issue des minorités qui a envie d'écrire sur les pratiques artistiques, c'est fondamental, c'est important de pas reproduire cette erreur où l'histoire était écrite à notre place. Mais là aujourd'hui, on a tous les outils pour pouvoir en fait, en tout cas, être maître de son histoire et de sa de son propre récit, je dirais. C'est sûr que la question de la provenance dans les musées, je pense que c'est des sujets qui, j'espère, vont évoluer et il va y avoir des actions qui vont être faites, mais c'est un grand sujet et je pense que il y a beaucoup de blocages et de pertes enfin pas de pertes, mais en tout cas d'avoir le patrimoine comment dire, qu'il y a eu un certain colonialisme de l'art africain et en tout cas je trouve ça très bien qu'il y ait cette réflexion au niveau de la provenance et j'ai l'impression que, enfin, j'en parlais avec une amie Ophélie Jouin qui fait une thèse sur des œuvres spoliées et qui se pose beaucoup la question de la restitution et qui me disait maintenant dans les musées ils ouvrent des emplois, enfin des postes sur la provenance. Donc se poser la question de la provenance pour pouvoir la situer et pouvoir ou la rendre ou en tout cas lui donner un autre regard, mais en tout cas se poser la question quoi. Il y a une question que j'aime bien poser qui est une grande question, donc là j'aimerais bien qu'on l'aborde avec le sujet qui te tient à cœur en particulier, c'est la représentation des corps noirs dans le monde de la photo. C'est quelles sont les évolutions que tu as pu voir dans le milieu de la photographie? Est-ce que tu peux apercevoir par le prisme de ce sujet de la représentation des corps noirs dans la photographie? En fait, c'est vrai que il y a une évolution, mais on vient tellement de très très loin et que on nous dit tout le temps il faut laisser le temps au temps, il faut prendre le temps ça prend du temps de laisser la place à l'autre d'exister et du coup je reconnais aujourd'hui qu'il y a un vrai travail qui a été fait par des militants. Aussi bien sur la représentation et la place dans le milieu photographique des corps issus des minorités, des corps genrés. Aujourd'hui, il y a en tout cas de plus en plus de photographes ici de minorités qui sont présents aussi bien dans des musées que dans des foires. Il y a un intérêt du marché de la photographie sur le récit de ces photographes-là. Mais je pense qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Et que il y a encore beaucoup de travail par rapport à cette question de la représentation des corps noirs, parce que il y a toujours cette question de qui photographie qui, pour quel récit, parce qu'il y a aussi moi je vois par exemple dans le milieu de la mode, dans le milieu de la publicité, les corps racisés sont de plus en plus présents. La question de l'inclusivité pour vendre des produits a totalement été là enregistré, compris, etc. En disant qu'aujourd'hui, quand je veux vendre un produit, je dois faire attention à inclure des minorités. Il faut qu'il y ait de la diversité dans mon produit pour toucher le plus large public possible. Et donc je pense que cette pensée très capitaliste a permis quelque part de faire évoluer et de rendre présents des corps racisés qui longtemps ont été effacés, invisibilisés, ou quand ils étaient présents, c'était d'une manière dégradante.
quand on regarde par exemple tous les archives photographiques qui ont été produits pendant la période coloniale, où vraiment le corps noir était considéré en fait comme un corps objet et non pas comme un corps producteur. Aujourd'hui, c'est cynique, mais le capitalisme, le marché de l'art, le marché de la photographie, vu l'intérêt qu'on a en fait sur ces territoires, fait qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de très grands photographes qui photographient en fait et documentent leur communauté. L'exemple qui moi m'est vraiment où j'ai beaucoup d'admiration et que je connais, c'est l'exemple de la photographe sud-africaine Zanelli, que je connais depuis plus de 15 ans. On s'est rencontrés, mais vraiment par hasard, à Amsterdam, dans un festival de films queer. Et après, on s'est revus à Paris à différentes occasions. Et récemment, j'ai eu l'occasion d'activer avec Marie Daucher, qui est aussi une militante et qui a fait beaucoup, en tout cas en termes d'avancée, pour qu'il y ait une meilleure représentation de photographes femmes, aussi bien dans les festivals photos que dans les musées. Et du coup, on a travaillé, activé ensemble l'exposition de Zanelli Mioli à la MEP, qui était je me suis vraiment pris une claque parce que déjà, c'était la première fois qu'à la MEP, il y avait une rétrospective sur une photographe femme noire, africaine, queer. Il fallait attendre 2023. Donc voilà, donc il faut laisser le temps au temps. Et quand je suis rentrée à la MEP, il y avait des corps noirs partout. Et ces corps noirs étaient tellement, il y avait une force, une puissance à chacune des séries, que ça soit par exemple la série Faces to Faces, où c'est des portraits en fait de sa communauté, dont beaucoup de femmes ont subi des violences, ont été violées, des choses comme ça. Certaines de ces femmes sont décédées, et tu voyais ces regards où il y avait vraiment une force, et tu sentais ça en tout cas que c'est des personnes en fait qui ont lutté pour leur communauté, qui ont lutté contre toute forme de discrimination. Surtout Zanelli, elle a connu quand même pendant l'apartheid, où il y avait quand même là la question de la représentation des corps dans l'espace public en Afrique du Sud. Il y avait quand même une division, une violence faite sur les corps noirs à cette époque-là. Donc elle a connu en fait ça. Et pour elle, en tout cas, la caméra est devenue une arme pour défendre sa communauté et aussi rendre une certaine fierté à cette communauté-là. Et en tout cas, cette exposition a vraiment marqué, en tout cas, beaucoup de jeunes issus des quartiers populaires, la communauté queer. Il y a eu un succès mais monstre en termes d'entrée. Nous, quand on a activé l'exposition avec Marie Daucher, moi j'avais vraiment envie de donner la parole aux associations et collectifs militants queer de France. Comment en fait ces collectifs-là pouvaient rentrer en résonance avec les luttes que questionnait Zanelli dans cette exposition-là. Et du coup, on a invité différents collectifs. On s'est approprié en fait tous les espaces qu'il y avait à la MEP jusqu'au bureau du directeur, où on a invité différents collectifs à partager leurs récits, à échanger des expériences de lutte, à comment réparer des corps par la danse, du voguing, comment réparer des corps par la musique,
l'arpentage au niveau de la bibliothèque de la MEP. On a invité le collectif Moissy, des photographes à pouvoir en fait partager leurs récits. Et c'était tellement beau de voir cette communion, cette harmonie. Il y avait tous les gens, ils avaient le sourire, il y avait la banane. Et c'est en ça quelque part. Je trouve dans le travail de Zanelli, elle a une manière en tout cas de partager une énergie dans son travail photographique qui moi m'impressionne beaucoup et en tout cas euh, permet de se reconnaître quels que soient les corps d'où l'on vient, permet de se reconnaître au travers les corps qu'elle photographie, à qui elle donne de la visibilité, de la force, de l'énergie et de la fierté. Et c'est en ça que je trouve quelque part qu'il y a quand même une certaine évolution justement dans la représentation des corps noirs. Ma dernière question, c'est une question pour donner des conseils. Est-ce que tu aurais des conseils pour des futurs éditeurs de livres ou de magazines et pour des photographes? Donc c'est voilà une question pour deux types de publics. Des conseils, voilà, cette question je l'ouvre toujours parce que je trouve que ou alors des conseils très pratiques, ou alors quelque chose qu'on t'a dit un jour qui t'a marqué, ou alors des erreurs ou des choses que tu vois souvent et où tu te dis zut là il y a peut-être une mauvaise route. Voilà, est-ce que il y aurait des conseils ou voilà, des pistes En fait, pour répondre à ta question, je vais revenir un tout petit peu par rapport à l'African Art Book Fair. Il y a un projet éducatif qui nous tient vraiment à cœur. Ce qu'on fait à chaque fois, c'est d'inviter 2 artistes à travailler en fait avec des écoles dans les quartiers populaires de Dakar. Et on travaille souvent, on sélectionne une école et l'idée en fait, c'est que ces artistes apprennent à des enfants qui sont généralement en CM2 ou CM2, CE2, 6e, apprennent en fait à faire des livres d'artistes. Et c'est aussi une manière de désacraliser le livre dans ces milieux-là, parce que peut-être que nous, en Europe, c'est très facile quand on rentre dans une maison de trouver des livres, une bibliothèque, etc. Mais dans beaucoup de pays africains, c'est quand même réservé à une toute petite élite d'avoir une bibliothèque chez soi. Mais vraiment toute petite élite, et dans la majorité en fait des maisons dans beaucoup de pays en Afrique, aussi bien dans les classes moyennes que les classes pauvres, l'objet livre est très rare dans la maison. Et ce que pour nous est important, c'est justement d'apprendre à ces enfants que avec pas grand chose, on peut soi-même produire un livre. Et ce qui est toujours touchant, c'est que le premier livre qu'ils emmènent dans leur maison, c'est ce premier livre qui va rentrer et rester, etc. Et aussi, par exemple, la dernière édition, la thématique était sur l'écologique. Donc, c'est-à-dire que de ramasser des déchets sur la plage, des plastiques, du sable, tout ce qu'on trouve en fait comme déchets, et avec ça, faire des livres et produire des livres d'artistes, et de se dire avec pas grand-chose, avec rien, on peut faire un livre d'artiste. Et du coup, donc ça revient à ce truc justement de désacraliser en disant oui, le livre serait quelque chose qui serait réservé pour des intellectuels, pour les étudiants, pour une certaine classe sociale. Et que quelque part, le fait de dire à un gamin, bah avec pas grand-chose, avec ce que tu as, et si tu veux raconter une histoire, quelle que soit la forme, eh ben tu peux créer un livre d'artiste. Et du coup, faire en sorte que cet objet livre qui était quelque part inatteignable, eh ben dans ton quotidien, tu peux produire plein de livres d'artistes chez toi.
Donc le conseil que je donne et qu'on expérimente déjà sur les enfants, c'est justement, c'est-à-dire c'est de faire avec les moyens du bord, de faire avec ce qu'on a. On peut faire, on en a beaucoup expérimenté la pratique des zines. Les zines, c'est vraiment qu'on retrouve dans des collectifs militants, c'est-à-dire que quand on veut faire passer une idée, quand on veut partager des récits, quand on veut faire exister des luttes par le travail de l'écriture, eh ben on fait des photocopies, on fait du collage, on agrafe et on a un livre et il existe. C'est un fanzine et on le distribue et c'est pour moi il est tout aussi important parce que ce qui compte c'est le contenu. C'est pas le fait de faire des super beaux livres qui coûtent une blinde, mais moi je pense que l'important c'est de faire avec ce qu'on a quand on a vraiment envie de faire partager des idées et qu'on veut produire en fait des formes de narration, quelle que soit la forme. Toute forme est pour moi est intéressante dans le sens où plusieurs langages peuvent exister dans la production de l'objet livre. Le médium livre, moi je le pense déjà comme un espace de monstration. Je le pense aussi comme un objet d'art. Je le pense comme un outil de militant. Donc pour moi, il y a plusieurs façons de produire euh, l'objet livre et d'être dans le monde de l'édition. Et pour les photographes? Bah pour les photographes, pour moi, c'est il y a deux formes. Moi, j'encourage vraiment les photographes à faire des livres photos parce que quelque part aussi, on n'a pas tous l'occasion de pouvoir en fait montrer son travail en tant que photographe. Et l'objet livre, comme je le disais au début, c'est être aussi une archive, une manière de transmettre son travail. Et du coup, bah pareil, hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a la production photographique, eh ben on peut produire des petites quantités déjà pour pouvoir se faire connaître, être distribué. Il y a différentes façons de lever des fonds pour pouvoir faire un livre assez facilement, je trouve aujourd'hui. Et puis il faut pas oublier aussi l'aspect numérique, très important aussi de montrer son travail. Et donc du coup, en tout cas pour moi, je pense que c'est quand même important de continuer de se battre pour en tout cas montrer son travail au travers le médium livre. Merci, merci Pascal Obolo pour cet échange qui fut très riche. J'invite les personnes qui ont écouté ce podcast à te suivre. J'ai vu que tu étais assez active sur Instagram. Voilà, donc merci. Et j'invite tous les personnes qui ont écouté ce podcast aussi à suivre Africada, African Art Book Fair et puis Miss Read qui sont aussi sur les réseaux. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci d'avoir écouté Les Voix de la Photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez me faire part de vos remarques, m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre ou en savoir plus, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. À très bientôt!